À l'occasion de l'exposition Jeunes artistes en Europe, les Métamorphoses, présentée du 4 avril au 16 juin 2019 à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, Le Bruit de l'Art vous propose une série de podcasts inédits en 5 épisodes. Se métamorphoser, c'est se transformer. Nous sommes Victoria Le Bolloc-Salama et Florian Champagne, et à l'Hôtel Aiglon, nous recevons Jonathan Vinel. Cinéaste français dont le court-métrage Martin pleure est à découvrir en ce moment à la Fondation Cartier. Jonathan Vinel a étudié le montage à la FEMIS. En 2017, il réalise Martin pleure alors qu'il écrit avec Caroline Poggi leur premier long-métrage, Jessica Forever. Travaillant régulièrement ensemble, ils co-signent par exemple Tant qu'il nous reste des fusils à pompe, qui a reçu en 2014 l'Ours d'Or à la Berlinale. Dans chacun de ces films, on retrouve un vocabulaire d'images et de thèmes communs. Les liens communautaires, l'amour, la violence, la perte. Articulés autour d'images liées à la culture de sa génération, les films que Jonathan Vinel propose sont en dehors des contraintes de narration et des canons cinématographiques traditionnels. Dans cet épisode, il revient sur son parcours et parle du processus créatif qui guide l'écriture et la réalisation de ses films. Il évoque également son intérêt pour les moments de transition, de changement, de métamorphose en quelque sorte. Il aime capter puis retranscrire en images les sensations, les émotions qu'il provoque. Bonjour Jonathan. Bonjour. Bonjour Jonathan. En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas ? Alors, je m'appelle Jonathan Vinel et je fais essentiellement des vidéos que je réalise parfois tout seul et parfois en couple avec Caroline Poggi. C'est des co-réalisations. Et je viens plus d'une formation de cinéma. Tu dirais quoi de tes films à quelqu'un qui ne les a jamais vus ? Je dirais que c'est des films qui jouent sur qui essayent de transformer des totems de la société contemporaine pour essayer toujours de les amener ailleurs. Et c'est ce qui, je pense, m'a toujours intéressé dans mon travail, c'est cette démarche-là de colorier presque comme un enfant et de se dire il y a des choses qui existent, qui ont été faites d'une manière utilitaire. Et moi, j'essaye de détourner cette manière utilitaire pour justement en faire autre chose, essayer de montrer, du coup, par un autre prisme, les choses qui m'intéressent. Tu parles des totems, par exemple, lesquels ? Par exemple, les jeux vidéo, que ce soit la pornographie, des images qui viennent d'Internet, ou alors même des représentations un peu de qu'est-ce que c'est qu'être un garçon maintenant, sur la masculinité, la féminité, c'est des totems, des archétypes que je pense la société a construit. Et ça m'intéresse justement d'essayer de pousser les curseurs, des fois, de les pousser trop loin pour que ça devienne exagéré, et justement de trouver les fissures là-dedans. Aujourd'hui, tu habites à Paris, mais tu es originaire du sud-ouest de la France. Est-ce que la ville dans laquelle tu as grandi, ça a influencé ta pratique ? Ouais, complètement. C'est une ville c'est Boulak, c'est un petit village qui est à côté de Toulouse. C'est un village pavillonnaire. C'est dans le film Tant qu'il nous reste des fusils à pompe, c'est là où j'ai tourné. Dans le premier long métrage qu'on sort, Jessica Forever, qui sort le 1er mai. C'est aussi, on a tourné la moitié du film dans ce village-là, c'est juste des quartiers pavillonnaires. Moi, quand j'étais petit, j'ai cru qu'il y en avait très peu des endroits comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte en voyageant, en arrivant à Paris, que même si tu as à 1 heure de Paris, en banlieue, c'est aussi des villages qu'on retrouve. Et c'est un truc où c'est vraiment toujours cette idée de pas être dans la grande ville, mais en même temps de pas être non plus à la campagne. Donc c'est une espèce de zone un peu morte, où il y a tout qui se ressemble, et où l'ennui est présent un peu partout. Et je crois que ça a vraiment forgé mon imaginaire, parce que moi, je me faisais un peu chier dans cet endroit-là. Et du coup, je pense que ça a contribué à essayer de voir des choses magiques apparaître, à regarder une balançoire et à se dire, peut-être on va se mettre à voler, à essayer de construire des mondes dans des gâteaux. Enfin, je sais pas, c'est tout un rapport un peu magique. Et je pense que nos films parlent toujours de ça, de se créer des royaumes un peu partout, là où il n'y en a pas, pour justement essayer de s'évader. Tu as étudié le cinéma à Paris 7 à Diderot, puis le montage à la FEMIS. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie et l'élan de te lancer ? Dans le cinéma, en fait, j'ai découvert ça assez tard, parce que j'étais en terminale. Il y avait cette question où j'ai toujours eu envie de faire de l'art, mais je savais vraiment pas quoi faire, parce que j'ai tâtonné, je faisais un peu de photos, mais en même temps ça me plaisait, mais pas vraiment. Et il y avait un copain qui était en terminale, qui avait dit qu'il voulait faire un BTS, qu'il voulait faire du cinéma, et du coup c'était un de mes meilleurs amis à ce moment-là, et je l'ai suivi. Et je crois que c'est à ce moment-là j'ai essayé de faire un film, et le film était beaucoup trop ambitieux. C'était un film qui s'appelait White Muffins, et en gros c'était une espèce de guerre de gang dans mon village, justement à Boulak. Et c'est un film qui a jamais été fini, mais j'ai découvert par ce biais-là le montage.
Et en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours plu parce que justement, je me disais qu'avec des choses, même qu'on n'a pas tourné, c'était une pratique où on pouvait faire des films avec tout le matériel qu'il y avait sur Internet, en prenant des films, en rajoutant de la musique, en rajoutant des voix off pour justement les triturer et s'amuser avec et essayer de les placer dans notre champ. Et je crois que c'est comme ça que je suis arrivé. Après, je me suis dit, voilà, je veux faire du montage. Je voulais pas être réalisateur parce que pour moi, c'était pas un métier. Pourquoi ? Parce que je comprenais pas comment on pouvait apprendre à faire des films. Pour moi, c'est un truc qui s'apprend tout seul. Et aussi, j'avais besoin d'avoir un métier un peu concret pour quand je sors de l'école, je puisse me dire, voilà, je suis monteur. Et du coup, si t'es monteur, tu peux proposer tes services. En fait, alors que réalisateur, c'est plus compliqué pour ça, je trouvais. Est-ce que tu avais la sensation que le monde du cinéma était accessible quand t'as commencé ? Non, pas du tout. Non. Mais c'est aussi lié au fond. Moi, j'ai commencé les études à Bordeaux. Et il y avait tout le fantasme de Paris. Voilà, donc je m'étais dit, à Paris, tous les gens qui y sont vont être beaucoup plus intelligents. Ils vont tous regarder des films d'Happy Chapong. Ils vont être hyper chauds dans tous les trucs hyper expérimentaux. Ça va être trop bien. Je suis arrivé, j'ai pris une énorme claque. Parce que je me suis dit que c'était pareil qu'ailleurs. C'était juste des élèves qui apprenaient et qui étaient aussi perdus, qu'il y en avait plein qui étaient en fac de cinéma mais qui n'ont pas forcément envie de faire ça ou qui font pas de films, qui attendent qu'on leur donne tout et qui vont pas faire l'effort de faire des choses par eux-mêmes. Et du coup, non, ça me paraissait absolument pas du tout accessible. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est quelque part qu'on a fait le premier film avec Caroline, c'était Tant qu'il nous reste des fusils à pompe. Moi, j'étais jamais allé en festival de ma vie. Et le film a été pris à Berlin et après a gagné l'Ours d'Or, donc c'était un truc où c'était hyper vertigineux pour nous. Mais c'est pas un truc où c'est comme ça qu'on a pu rentrer entre guillemets dans une espèce de monde du cinéma, mais on n'a pas fait de stratégie et c'est que ça reste aussi quand même assez aléatoire, quoi. Comment est-ce que tu trouves l'inspiration pour un film, que ce soit l'esthétique ou le scénario ? C'est ça, je pense que ça part vraiment à la base de sensations, mais de sensations de quelque chose qu'on sent dans le monde et qu'on a envie de retranscrire, mais pas d'un point de vue narratif en fait. C'est jamais des histoires à la base, c'est vraiment un truc de... Voilà, on a une émotion qu'on veut retranscrire et on se dit telle image la contient, mais elle la contient peut-être à 10%, il faut arriver à retrouver le pourcentage qui nous plaît. Et donc ça passe par un travail d'alchimie où tu mélanges les choses et après tu recrées une constellation. Et après, quand tu as trouvé ça, il faut justement arriver à lier tous ces éléments pour en faire une trajectoire simple. Donc c'est vraiment un truc d'essayer de raconter avec le ventre, mais sans oublier d'être précis et d'avoir une ligne. Et je pense que c'est aussi lié aux choses avec lesquelles on a grandi, que ce soit Internet, les jeux vidéo, ou voilà ce que je redisais, la pornographie, ou des archétypes qu'on a envie quelque part de sauver. De sauver du regard que la société leur a mis dessus pour les décaler et justement leur donner une seconde vie en quelque sorte. Par exemple, pour Martin Pleur, l'émotion et la sensation, c'est la solitude ? C'est quoi l'émotion ou la sensation qui t'a permis d'avoir cette idée ? Je pense que c'est toujours tous les films quelque part que j'ai fait, ça parle toujours de la perte. Parce que je pense que c'est un truc qui m'a tout de suite parlé. Mais même quand j'étais petit, j'ai toujours eu peur de la perte. Et je me suis toujours dit que j'allais avoir des choses à perdre. Et que c'était comme ça qu'on grandissait. Et je pense que c'est un truc qui en soi est comme une religion d'apprendre à accepter cette perte. Mais la perte, ça peut être la perte de gens que tu connais, d'amis, de parents, mais ça peut aussi être la perte de tes rêves, la perte de ce que tu avais envie de faire et de maintenant ce que tu fais, de rester toujours, d'essayer de trouver le cap et de le garder. Et je pense que ça, c'est très dur. Et tous les films parlent de ça, ouais. Et Martin, c'était vraiment un truc quand je l'ai fait, en tout cas, je savais pas que j'allais faire un film, parce qu'on était en attente de financement pour le long métrage qui s'appelle Jessica Forever. On attendait, c'est un processus assez long de l'attente de financement. En plus, c'était la première fois qu'on le faisait pour un long métrage. Et du coup, je savais qu'il y avait, dans ce jeu GTA V, il y avait un logiciel qui était sorti, qui permettait justement de faire des films à l'intérieur du jeu. Et moi, je crois que je m'étais retrouvé à Berlin. Et à Berlin, je marchais dans un mall, c'est une espèce de centre commercial. Et mes amis me répondaient plus au téléphone et j'ai eu une espèce d'angoisse pendant un quart d'heure où je me disais putain, s'il faut j'ai perdu mes amis, mais j'ai vraiment trippé quoi. Où je me suis dit j'ai perdu mes amis, je vais plus jamais les trouver. Et je crois que c'est né de ça parce que c'était un sentiment assez fort. Bon, ça a duré un quart d'heure donc c'était rien, mais ça m'a assez angoissé. Et je crois qu'après quand je suis arrivé dans cet univers où en fait le personnage dans GTA, ce qui est très dur, c'est qu'il y a plein de gens tout autour de toi, mais t'es tout le temps tout seul en fait. Il y a un truc très triste dans ça parce que même si tu peux pas vraiment socialiser, le jeu est pas fait pour ça. Le jeu est fait pour
écraser des gens, en gros. Enfin, c'est pas qu'il est fait que pour ça, mais c'est un des trucs qui a fait que le jeu est réputé, c'est pour faire des meurtres de masse, en fait. Des GTA 2, c'était ça, c'est ce qui faisait kiffer tout le monde, c'est justement de se transformer en monstre pendant un certain temps et d'avoir la légitimité de le faire. Et moi, je me suis dit, est-ce qu'il faut prendre le contre-pied de ça pour essayer de créer une mission hyper simple, à savoir de retrouver ses amis, donc un truc hyper romantique, et justement, après, c'est fait naturellement d'injecter de toute cette tendresse et cette douceur et ces voix off qui, justement, viennent contredire un peu les images. Utiliser les images d'un jeu vidéo, c'est un petit peu nier, en tout cas au moins ignorer la hiérarchisation traditionnelle des genres et des arts. Tu remets au même niveau des techniques souvent vues comme mineures face à d'autres majeures. Aussi, tu n'hésites pas à mélanger plusieurs genres au sein d'un seul film. Est-ce que tu recherches consciemment une déconstruction des codes et des canons cinématographiques ? On n'a jamais fait d'hierarchie des images. Et une image que je peux trouver sur Tumblr, sur Internet, pour moi, c'est aussi important qu'une image d'un film de Bresson, d'un film de Romer. J'ai jamais fait de hiérarchie, et du coup, je pense que ça se retrouve dans notre cinéma, parce qu'il y a un truc où on a vraiment grandi avec des codes populaires. Et je crois que c'est ça qui nous a façonnés. Et je crois que ces codes-là, on a envie de les lier avec ce qu'on trouve de beau aussi dans le cinéma, dans ces techniques-là, pour qu'ils deviennent, comment dire, amis, quoi. Je sais pas comment dire. C'est comme si tu essaies de les pactiser, d'essayer de pactiser tout ensemble. Et donc, en soi, il n'y a pas de... Ce qui nous a toujours intéressé, c'est justement de casser tous ces codes de ça c'est de l'art contemporain, ça c'est du cinéma, ça c'est de la pub, ça c'est du clip. Nous, on s'en fout vraiment. Moi, il y a des pubs qui m'ont vraiment touché. Et je vais pas ne pas en parler parce que justement, il faudrait plus que je parle d'un film de Tarkovsky ou d'un film de Bresson. J'ai l'impression qu'il y a des images qui te hantent et on se pose pas la question d'où elles proviennent. Et c'est peut-être aussi la tristesse de l'époque, mais en tout cas, c'est comme ça. Enfin, c'est qu'il y a un truc où moi, parce que je me posais la question des peintres que j'aimais bien et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des tableaux que j'ai vus, c'est des trucs que j'ai jamais vus en musée, c'est des trucs que j'ai vus sur Instagram, et je sais même pas ce que c'est, en fait. Même Tumblr, c'est des trucs qui défilent. Et je crois que on est vraiment des enfants de cette époque-là. Et je pense que ça se ressent aussi dans notre manière de faire des films, où on se pose pas trop la question de savoir est-ce que tu peux faire ça ou ça, parce que justement, c'est du cinéma qui est censé être un art noble. Et du coup, tu peux pas, par exemple, faire une fille qui fait une figure avec ses cheveux, tu sais, comme dans Les Choyés Nature. Parce qu'on a fait ça, justement, dans Jessica Forever, il y a un plan ralenti, où elle fait... où elle remonte la tête et ses cheveux. Elle remonte la tête Elle en jette l'air. ses cheveux en arrière. Ouais, voilà. Et du coup, ça fait une traînée d'eau, tu sais, parce que c'est au ralenti. Et ça, c'est un truc qu'on a fait, et qu'on trouve magnifique. Mais en soi, on l'a mis dans le film, et il y a des gens qui nous ont dit, mais ça, normalement, tu sais, c'est un peu dur quand même, là. et en fait, nous, on s'en fout, et ça nous dérange pas, quoi. Enfin, c'est un truc où je pense que... C'est pour ça que c'est des films. Pour nous, les films qu'on fait sont pas destinés à tel ou tel public, parce que je pense que c'est des films qui sont pour les enfants, entre guillemets, pour des gens. C'est des films qu'il faut prendre avec le ventre plus qu'avec la tête, et qu'il faut plus ressentir, plus que intellectualiser. Et ça, c'est très dur, parce qu'il y a peu de gens qui sont prêts à le faire. Il y en a qui arrivent, et il y a d'autres personnes qui vont toujours mettre du sens. Ils vont prendre des petites choses et se faire leur film à eux, sans vouloir lâcher prise et faire confiance à leurs émotions, à leurs sensations. Et nous, je pense que c'est vraiment des films qui se passent dans la sensation, dans l'émotion. Et c'est ça qui est marrant, parce que par exemple, le film que j'ai fait, Martin pleure, c'est le film préféré de ma mère, et elle a jamais joué à un seul jeu de sa vie. Et pourtant, je pense que c'est le film le plus populaire, entre guillemets, que j'ai fait, le plus simple à faire. Et je trouve que ça soit marrant, c'est un film qui se passe dans un jeu vidéo où on nous dit tout le temps ouais, vous savez, les jeux vidéo, il y a toute une génération qui comprend pas parce qu'ils n'ont pas touché, alors que c'est faux, parce que les jeux vidéo, ça a aussi quelque part reproduit le monde réel, et donc c'est un truc que tout le monde peut prendre, en fait. Souvent dans tes films, il est question d'un moment de changement, de transition. Par exemple, dans Martin pleure, la vie de Martin bascule parce que ses amis ont soudainement disparu. Dans Jessica Forever, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes garçons orphelins qui, livrés à eux-mêmes, sont devenus des monstres de violence. Quand ils rencontrent Jessica, ils forment une famille et se reconstruisent en abandonnant la violence. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de saisir ce moment de basculement dans la vie de tes personnages ? Moi, je crois que c'est le moment qui est toujours lié à comment tu grandis. À l'enfance, et c'est toutes les promesses et tout ce que tu avais imaginé que tu allais pouvoir faire et que tu peux pas faire. Je pense que c'est toujours... C'est dans ces moments-là de transition, je pense qu'on voit aussi les gens, parce qu'on voit ce qu'ils avaient envie de devenir et qui sont pas forcément devenus. On voit vraiment les gens, en fait. Je sais pas comment dire, il y a un truc où c'est toujours dur de dire au revoir, et je crois que c'est
c'est ce que nos personnages apprennent, on les met toujours dans des situations où ils vont devoir dire au revoir. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment certains vont y arriver, comment d'autres vont pas y arriver. C'est des questions qui, en fait, je pense, à toutes les échelles, tous les jours, on doit dire au revoir à quelque chose. Et c'est un truc qui, je trouve, le plus dur. Et je crois que c'est pour ça qu'on essaye de recréer des films qui justement soulèvent cette question. Et aussi le fait de dire au revoir, je pense que ça amène toujours une réaction où quand on dit au revoir, il faut se créer des nouveaux mondes. Et je pense que c'est un truc qui... Ouais, c'est vraiment le fait de se créer un nouveau monde, c'est vraiment la chose qui est la plus importante pour nous, qu'on cherche tout le temps. Je pense même nous, dans notre vie réelle, d'arriver à prendre acte qu'on n'a pas de place ou qu'on ne trouve pas sa place dans ce monde. Et du coup, où est-ce qu'on va chercher, comment est-ce qu'on va construire quelque chose pour être heureux, une communauté. Et je pense que c'est toujours des films qui parlent de communauté et de gens qui essayent de rester ensemble pour justement créer du collectif et créer leur propre lien au monde. Et du coup, je pense que c'est ça qui est lié. C'est pour ça que ces étapes de transition nous intéressent, parce que justement, elles impliquent ça et elles permettent ça. Est-ce que tu as l'impression que tous ces films, c'est un petit peu une continuité de réflexion autour de cette perte ? Je pense que moi, j'ai l'impression que je faisais des films tout le temps hyper différents, ou même avec Corinne, qu'on faisait des films hyper différents. Et en ayant pris un peu d'âge et parce qu'on faisait les films de manière très instinctive, on se posait vraiment pas trop de questions en les faisant, parce que c'était des choses qu'on sentait comme un thermomètre, et qu'il y avait un truc où on a l'impression que les idées arrivaient elles étaient là dans l'atmosphère, et que juste on les prenait, on les mettait ensemble. J'ai l'impression que presque des fois c'était pas qu'à nous. Je sais qu'il y avait un truc où c'était un sentiment d'époque, je pense que plusieurs personnes sentaient. Mais c'est vrai que après avec du recul, là je les ai revus des fois dans une rétrospective où j'ai eu l'occasion de les revoir, tous d'affilée. Et ça m'a vraiment étonné, parce que j'ai l'impression que c'était à chaque fois une déclinaison de la même idée de justement ce sentiment de perte, quoi. Qui était un truc qui moi m'a frappé dès le plus jeune âge, en fait. Enfin, dès que j'étais tout petit, j'avais vraiment c'est un truc où je suis hyper stressé tout le temps et j'ai tout le temps peur. C'est-à-dire, t'as peur de perdre, ça va des objets aux gens, ou c'est... Ouais, mais c'est tout, quoi. J'avais peur des fois j'ai fait des angoisses parce que j'arrivais pas à rouler mon sac de couchage. Moi, des fois, j'ai peur parce que quand t'es pas forcément hyper sûr de toi, quand t'as un truc où tu penses à ta carrière, quand tu te dis, il faut que je pense à ma carrière vite parce que sinon ça va pas marcher, c'est ça. Et ouais, je pense que c'est un truc qui m'assaille, quoi, souvent. Et je crois que nos personnages sont un peu dans les mêmes questionnements. De se dire, j'ai perdu quelque chose, et comment je vais faire pour juste vivre avec ça, quoi. Et ça en fait, c'est juste apprendre à grandir, mais c'est chaud. Il y a une véritable esthétique de la violence qui se retrouve dans ton travail. Martin, dans Martin pleure, est un personnage qui, suite à la disparition inexpliquée de ses amis, se révolte et devient violent. Dans Tant qu'il nous reste des fusils à pompe, il est également question d'une bande d'hommes qui sévissent dans une zone pavillonnaire quasiment vide. Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'esthétique de la violence, qu'elle soit maîtrisée ou explosive ? Je pense que c'est toujours l'idée de jouer avec ces codes-là, de la violence pour les amener ailleurs. Parce que nous, ce qui nous intéresse, on part jamais quand on fait des films de la violence, on parle vraiment d'amour. En fait, tous nos films parlent à chaque fois d'amour, et la violence apparaît un peu comme une maladie à chaque fois. C'est un truc qu'ils ont en eux, qu'ils n'ont pas envie d'avoir, mais qui est là. En fait, c'est comme si tu avais grandi avec ça. Et la question, c'est pas savoir si c'est bien ou si c'est mal. La question, c'est de se dire juste tu l'as parce que c'est dans ton ADN, entre guillemets. Et comment tu fais pour justement vivre avec ça. Et nous, tous nos personnages sont des personnages qui ont les archétypes de la violence, mais qui ne sont pas violents pour être violents en soi. C'est juste... Dans Martin, la violence est quand même détournée au profit d'une tristesse. Et c'est comme si, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de se dire que c'était dans son ADN, ce personnage, c'est de taper les gens. Tu vois, c'est un truc où il est condamné presque à ça. C'est un truc où tous les joueurs du monde ont tapé des gens avec leurs joueurs. Et moi, je trouvais ça beau de se dire, il est condamné à faire ça, mais est-ce qu'il peut pas, malgré tout, s'en extraire pour que justement cette violence n'apparaisse plus comme un truc hyper mauvais, mais d'essayer de la tirer ailleurs, quoi. Donc c'est toujours un espèce de bras de fer entre des archétypes. Mais tout vient pour nous de l'amour. Je pense qu'on est fasciné par la violence quelque part parce qu'on a grandi avec ça totalement dans les clips, dans les films, dans les jeux vidéo. C'est un truc qui nous a entourés tout le temps. Mais justement, cette violence, on essaye de la déplacer pour en donner un autre visage. On n'est pas du tout pro-armes. Moi, j'aime pas du tout les armes. Enfin, c'est un truc qui me fait peur, en vrai. J'ai pas envie que les gens soient armés dans la rue. Enfin, c'est pas un truc du tout pour lequel je suis. Et je pense que
Tu vois, dans Jessica Forever, c'est l'histoire d'une bande armée, mais ils ont des armes qui sont avec eux. Et justement, nous, ce qu'on a fait des armes, c'est leur compagnon de route. C'est comme si c'était leur doudou, entre guillemets. Il y avait un truc où ils les ont toujours avec eux, mais ils tirent jamais, presque. Ils tirent une fois pour se défendre contre les drones. Mais c'est un truc où l'arme a une autre place que sa place utilitaire. Voilà. Et je pense que c'est ça qui nous plaît, c'est de casser l'utilitarisme de ces objets-là pour justement les transformer, en faire autre chose. Donc c'est vraiment un truc qui revient de transformation et de coloriage, quoi, comme les enfants. Donc l'hybridation, l'envie de casser les codes, c'est des thématiques qui animent bon nombre de travaux des artistes présents dans l'exposition Jeunes artistes en Europe, les métamorphoses. De quels artistes présents dans l'expo tu sens ton travail proche et avec lesquels il pourrait y avoir, selon toi, une communauté d'idées ou de problématiques abordées ou même des techniques utilisées ? D'évidence, comme ça, je dirais Gabriela Brantes, parce que c'est quelqu'un que on s'est souvent croisés en festival de cinéma, et moi je me rappelle la première fois où j'ai vu un de ses films. Je sais plus comment ça s'appelait parce qu'il en a fait beaucoup trop. Il en fait tout le temps et du coup je confonds un peu tous les noms. Mais j'ai trouvé un truc qui était, je trouve, hyper pur et vraiment dans une façon de montrer l'époque qui était belle et qui m'a semblé hyper juste, mais très, très aussi... c'est toujours un truc de jouer sur des codes et de les transformer, mais justement, lui, pour le coup, vient vraiment dans un truc où il les pousse dans un curseur qui devient presque extrême, qui crée justement de la comédie et de la distance. Et c'est un truc qui m'a parlé parce que j'ai l'impression qu'on avait quelque part grandi avec le même monde, en fait. Et donc c'est assez rassurant aussi de te dire que t'es pas tout seul et qu'il y a des gens aussi qui comprennent ça. Tu travailles essentiellement en binôme avec Caroline Poggi. Vous êtes aussi proche d'un cinéma français, celui des réalisateurs Bertrand Mandico, Yann Gonzalez. Est-ce que tu as besoin d'être entouré de gens qui font quelque chose d'artistique pour toi-même créer ? Je me suis toujours senti un peu seul quand tu fais des films, c'est un milieu hyper compétitif. Où voilà, y a les gens, enfin je pense que c'est pareil dans tous les milieux artistiques, mais les gens se taclent pas mal et tout, c'est assez dur. Il y a tous les trucs de commission, il faut attendre à chaque fois d'avoir l'argent, tu sais jamais si tu vas pouvoir le faire vraiment ou pas. Et je pense que moi souvent quand on en parle avec Caroline, si on s'était pas mis à faire nos films ensemble, je pense qu'on aurait arrêté tous les deux parce que c'est vraiment trop violent comme milieu. Et quelque part avec justement Bertrand et Yann, c'était la première fois qu'on se sentait inclus dans... C'est eux qui un peu nous ont pris les deux sous leur aile parce qu'on avait fait un film, Notre héritage, qui leur avait beaucoup plu à tous les deux. Et vraiment, mais vraiment beaucoup plu, ils nous l'avaient beaucoup dit et tout, et ça nous avait vraiment touché parce que c'était des gens qu'on connaissait de vue et qu'on aimait beaucoup leurs films, mais sans jamais trop leur avoir parlé parce que c'était pas la même génération et nous c'était des gens qui nous impressionnaient pas mal et on n'a jamais été très doués pour aller voir les gens, leur dire qu'on les aimait bien. Enfin, on n'a jamais eu ce truc justement de collectif où on était entourés et tout, et je pense que c'était la première fois où après on a essayé de faire un pacte en fait, voilà, entre nous trois pour se dire voilà, on sait que on avance main dans la main, on sait qu'on représente une certaine façon de faire des films, un certain romantisme qui est hyper bourrin, en même temps c'est ce qui nous plaît et on n'a pas peur de ça parce que c'est justement ce qu'on a envie de faire. Et je pense que c'était une façon de se lier et de dire regardez, on est ensemble, on est en groupe, et du coup parce que pour pas aussi que les gens te montrent l'un contre l'autre, le fait qu'on fasse front ensemble, c'est une manière de dire voilà, comme un gang quoi. Et moi c'est un truc qui me plaît parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un gang que je n'ai jamais eu quand j'étais petit et tout, donc ouais. Mais après j'en ai pas besoin pour écrire, mais c'est juste que c'est quand même hyper pratique de pouvoir parler à des gens parce que tu te sens souvent seul, t'as beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce qu'il faut que je fasse ça maintenant ? Enfin voilà, et du coup c'est hyper rassurant de se voir. En regardant tes films, j'ai trouvé des points communs et peut-être un univers qui croise peut-être par certains points le film de Romain Gavras qui s'appelait Notre jour viendra. Ou même il y a une esthétique urbaine un peu désinvolte, proche de ce qu'on voit en mode par exemple depuis quelques années avec Damna Vassalia pour Vêtements ou Balenciaga. Est-ce que d'autres formes d'art peuvent t'inspirer comme l'art plastique, la musique ou la littérature par exemple ? Ouais, moi je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup plu, la littérature, genre les textes de Coltès, ces pièces de théâtre, c'est vraiment un truc qui m'a... J'ai toujours trouvé ça magnifique, mais j'ai commencé à lire ça quand j'étais au lycée, un truc comme ça, et c'est un truc qui, dans le phrasé, qui m'a... J'ai toujours trouvé ça très très pur. Et je crois que ce goût des voix off vient aussi de là, de mecs de théâtre comme même Édouard Bond, qui je pense appartiennent à une certaine époque où c'était quand même des textes assez crus, assez violents, mais en même temps en injectant... Il y avait ce truc d'extrême en fait très très fort où c'était
vraiment de la violence et de l'amour. Et en fait, je trouve que c'est deux combinaisons de sentiments très puissants et qu'en fait, quand on les met ensemble, ça fait comme un dragon encore plus puissant. Et c'est un truc que j'ai ressenti. Je me rappelle aussi d'une pièce qu'on m'avait montrée, c'était un copain qui était au Beaux-Arts. Moi, je connaissais vraiment rien en truc d'art et tout, enfin, je regardais pas trop ça. J'ai l'impression que c'était un monde qui était hyper étrange, que je comprenais pas trop. Mais je sais que j'avais vu une pièce de Clairefontaine où justement ils avaient fait la France en allumettes et ils mettaient le feu et après elle restait la France, comme ça, brûlée dans la galerie. J'avais trouvé ça magnifique parce que d'une simplicité en même temps dans le sens qui est tellement évident mais qui était hyper bourrin mais hyper beau. Et je crois que il y a toujours un truc où j'ai toujours été attiré par des trucs assez extrêmes, que ce soit dans la musique. Moi, je me réfère souvent à la musique. J'avais un groupe de métal quand j'étais plus jeune. Et moi, je faisais de la basse. J'écoutais beaucoup de black metal, beaucoup de screamo. Et c'est des musiques très, très mélancoliques, mais en même temps très, très violentes. Mais en même temps, avec un truc où c'est des gens qui sont hyper violents, mais en même temps qui ont le truc un peu du cœur brisé, très, je sais pas, très pur, quoi. Et en fait, c'est un truc qui m'a toujours plu dans ce truc hyper chevalier, tu sais, chevalier de l'amour. En même temps, voilà, j'ai mal partout, j'ai envie de me sacrifier, mais j'avance quand même. Enfin, c'est un truc hyper émo, quoi. Et je pense qu'en fait, moi, c'est tout, moi. Tous nos films viennent de cette dimension un peu émo qu'on retrouve. C'est ce truc, t'es habillé en noir. Et, enfin, voilà, c'est un truc qui m'a toujours ému, en fait, ce côté enfantin de ça. Dans ta carrière professionnelle, quelle est la critique qui t'a le plus touché ? Il y en a eu plein. Mais non, je crois qu'il y a un truc qu'on nous a dit il n'y a pas longtemps par rapport à Jessica, où quelqu'un est venu voir et nous a dit que c'était la première fois qu'il voyait un film. C'était quelqu'un d'assez jeune. Il nous a dit que c'est la première fois qu'il voyait un film avec tout ce qu'il aimait, tous les codes qu'il avait aimés, tous les jeux qu'il aimait, et qu'en fait, du coup, c'était un film qu'il a l'impression qu'il était hyper simple à prendre et qui était vraiment un film grand public. Il a dit ce mot, quand même, grand public, avec des codes hyper de sa génération. Et j'étais hyper content de ça, parce que souvent, on me dit que justement, c'est un film un peu un peu étrange, et que du coup, ça le place vraiment dans un truc presque d'essai qui serait soi-disant entre l'art contemporain et le cinéma, mais sans être entre les deux, sans être aucun des deux. Et là, je trouve que ce truc de nous dire qu'on était populaire et que ça parlait directement, c'était un truc on avait toujours eu envie d'avoir un film assez simple et justement pour les enfants. Et du coup, je pense que c'est un argument qui m'a vachement touché. Jonathan, merci de t'être raconté et d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. Martin Pleur est à voir à la Fondation Cartier du 4 avril au 16 juin dans l'exposition Jeunes artistes en Europe, les métamorphoses. Et le 1er mai, votre premier long métrage avec Caroline Poggi, Jessica Forever, sort dans les salles de cinéma. Si vous voulez soutenir Le Bruit de l'Art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Nous tenons à remercier l'Hôtel Aiglon d'avoir accueilli Le Bruit. Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt. D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du Bruit de l'Art sur Instagram et Facebook et sur notre site lebruitdelart.fr.